Bonjour à tous et merci d'être avec nous. L'Afrique au cœur des débats. La quête de souveraineté alimentaire et énergétique a contribué à justifier les politiques protectionnistes contemporaines de certains pays. La protection des marchés agricoles, la stimulation de la production de nouvelles formes d'énergie plus propres et écologiques. Dans cette grande mutation, l'Afrique semble encore à la traîne. Comment les pays africains s'organisent pour faire face aux chocs énergétiques mondiaux et aux crises alimentaires? Comment arriver à une expression pleine de la souveraineté énergétique et alimentaire des pays africains? C'est le sujet de notre émission de ce jour. Soyez encore les bienvenus si vous nous prenez en marche. Autour de la question, nous recevons M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup Stéphane pour encore l'opportunité que vous nous donnez de venir parler encore une fois de plus avec nos téléspectateurs. Et avec nous ici en studio, M. Mokéake Saint-Mexan, consultant développement. Merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie et merci de nous inviter à ce programme-là et je salue tous les téléspectateurs de Média 1 TV. Alors, on parle de souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, mais comme le disait le premier président de la Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, un homme qui a faim n'est pas un homme libre. Alors donc nous allons commencer par la souveraineté alimentaire. On voit l'Afrique, vraiment ce continent de toutes les potentialités, comme on peut le dire, avec toutes ces terres arables, tout et tout. Qu'est-ce qui empêche les pays africains d'aller ou de prétendre à cette souveraineté alimentaire, M. Sadia Zouzou? Merci beaucoup. Je suis très heureux que vous ayez commencé par une phrase de l'ancien président de la République, Félix Houphouët-Boigny. Alors donc, en disant que, en prenant l'agriculture comme étant un secteur vraiment absolument fondamental et stratégique dans le développement d'un pays. Je pense que la souveraineté alimentaire en Afrique, c'est qu'il faut analyser cette souveraineté sous un angle variable et cela dépend souvent des différentes régions de l'Afrique. Parce que les derniers événements nous ont donné l'opportunité d'observer qu'on nous avait dit que les pays africains, eu égard à ce qui s'est passé en Ukraine, que les pays africains allaient mourir de faim, etc., parce que véritablement ils sont liés véritablement aux denrées alimentaires qui sont détenues, qui sont bloquées en tout cas en Ukraine. Et là, lorsque la crise a pris fin, les premiers bateaux ne sont pas venus en Afrique. Ils ont transité un peu au Liban et finalement ils ont atterri en Europe. Donc je vois que la question de la souveraineté alimentaire en Afrique est une question quand même assez sensible. Mais je peux dire que c'est une réalité quand même avec laquelle il faut tenir compte. Parce que effectivement, cette souveraineté-là est liée à certains aliments. Notamment quand vous prenez un aliment comme le riz, etc. L'Afrique n'est pas autosuffisante en riz et je pense que l'Afrique est beaucoup plus dépendante des pays asiatiques qui produisent la grande partie du riz qui est consommé en Afrique. Mais justement pour le riz par exemple, qu'est-ce qui peut justifier cette insuffisance de production? On a les terres, on a les hommes, on a le climat. Oui, il y a beaucoup d'éléments par exemple qui peuvent justifier cette dépendance-là. Par exemple, prenez un aliment comme le riz, beaucoup d'éléments, il y a des facteurs internes et il y a les facteurs externes aussi. Parmi les facteurs internes, il faut savoir que un aliment comme le riz est un aliment stratégique dans certains pays et nous avons certains acteurs économiques qui en font, je vais dire, leur business de façon principale. Donc il y a un certain lobby alimentaire qui existe, en tout cas qui fait en sorte qui utilise son lobbying pour empêcher, je veux dire, certains pays africains de développer une véritable culture, ainsi d'une certaine souveraineté au niveau en ce qui concerne le riz. Maintenant, les facteurs externes, ce que je viens de vous dire tout à l'heure, vous savez qu'au niveau du commerce mondial, les relations entre les pays ne sont pas aussi simples que cela. Et je pense que les pays, d'abord, avant d'exporter, soit par exemple des denrées alimentaires vers l'Afrique ou bien vers d'autres continents, pensent à satisfaire d'abord leur population locale. Donc je veux dire que malgré toutes les potentialités que nous avons, effectivement, il y a ces facteurs-là qui sont là. Je reviens encore aux facteurs internes. Il y a évidemment, je vais dire que c'est le manque de volonté politique de façon générale. Parce que, effectivement, c'est pour mettre en place une politique de gestion ou bien une politique de sécurité ou bien de souveraineté alimentaire. Je pense que ça, c'est du devoir régalien de l'État dans un pays. Dans les années 70, par exemple, un pays comme la Côte d'Ivoire, pour prendre un exemple,
Et la Côte d'Ivoire était totalement autosuffisante en riz. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire exportait du riz. Et je termine, et là je suis là-dessus. Dans les années 70, pour ceux de mon âge, ils devaient savoir que la Chine était présentée dans les médias occidentaux comme le pays de la faim, où les Chinois avaient faim de façon générale. Et donc il a fallu en 1977 l'arrivée de Deng Xiaoping avec la vision de Zhou Enlai pour mettre en place ce qu'on appelle les 4 modernisations. Les 4 modernisations, vous avez le segment de l'agriculture, vous avez l'éducation, vous avez les sciences, et vous avez l'industrie et la défense. Donc c'est à partir de ce moment-là maintenant que, justement, que les Chinois ont été autosuffisants en riz et ont commencé à exporter du riz à travers le monde. Et justement, pour toujours rester sur cette question du riz, on a vu certains pays en Afrique, par exemple le Nigeria, qui on peut le dire, on espère bientôt sera autosuffisant, mais on a vu que le Nigeria, les autorités ont initié certaines mesures, comme par exemple fermer les frontières en tout ce qui est riz entrant au Nigeria pour stimuler la production interne de riz local, et on voit que cela porte des fruits. Est-ce qu'on peut dire que cette question de souveraineté, c'est véritablement du ressort des politiques et des initiatives mises en place réellement? C'est une volonté politique? Tout à fait. Tout à fait. Quoi qu'on dise, la souveraineté alimentaire s'accompagne véritablement d'une politique très forte. Il a rappelé tout à l'heure, dans les années 70, la Côte d'Ivoire, pour prendre l'exemple, était tout à fait suffisante en matière alimentaire. Et il faut comprendre que nous avons nos terres. Ça, c'est ce que bon nombre d'Africains n'arrivent pas à comprendre. Nous avons nos terres, vous avez 15 millions d'hectares qui sont au niveau de la Guinée, mais qui sont exploités seulement à 25%. Aussi incroyable que cela puisse paraître, pourtant nous avons aussi la main-d'œuvre. Donc nous avons cette capacité-là, je veux dire, de pouvoir s'autosuffire en matière justement alimentaire. Mais les décisions courageuses que le Nigeria prend sont des décisions que tous les États auraient dû prendre. Seulement, le problème se retrouve au niveau du mode de culture qui est promu. Vous avez des pays comme la Côte d'Ivoire qui ont misé sur les cultures de rente, c'est-à-dire le binôme essentiellement café-cacao, au détriment des cultures que nous-mêmes nous consommons ici. Qui consomme ici? À combien de pourcents on consomme le café ou le cacao le matin, le chocolat? Il y a certains paysans dans nos champs qui ne connaissent même pas le chocolat. Ils ne savent pas que c'est ce cacao-là qui permet justement d'avoir le chocolat. À l'occasion de cette crise justement ukrainienne, on se rend compte que nous avons eu une mauvaise politique agricole aujourd'hui qui commence à peser sur nos épaules. Parce que quelle est l'alternative quand on n'a plus de blé qui vient de Russie? Quelle est l'alternative quand on n'a plus le maïs peut-être qui vient de l'Ukraine? On se tourne aujourd'hui vers le manioc. Mais est-ce que la production est suffisante justement pour pouvoir soutenir nos différentes productions? Il y a déjà ça. Et vous parliez du riz, soit 100 ans après les indépendances, on met en place un ministère chargé du riz. C'est quelque part toute la faillite de notre système justement de production. C'est tout ce qu'il faut justement revoir, d'autant plus que les pays africains, au lieu de miser dans le secteur agricole, qui est un secteur pourvoyeur d'emplois, pendant qu'on parle de chômage, ces pays agricoles ont préféré vendre du bois, ont préféré s'attarder sur les minéraux, le bauxite, le manganèse, l'uranium au Niger, et donc ils ont délaissé l'agriculture. Et comme vous l'avez rappelé, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Il va de soi qu'aujourd'hui, il faut mettre des techniques beaucoup plus pointues pour pouvoir rattraper cet état de fait. Mais justement, développer ces techniques, on a vu que dans des résolutions de l'Union africaine et autres, il y a un pourcentage quand même des budgets des États qui devaient être consacrés à l'agriculture, ce qui n'est pas fait. 10%. Donc on va 10%, donc on va dire c'est encore une question de volonté politique. Mais au-delà, quand on parle d'industrialiser nos agricultures pour être vraiment aux normes internationales, qu'est-ce que cela sous-entend? Industrialiser l'agriculture, bien. Parce que la question que je veux demander, voilà, c'est est-ce que nos États doivent se lancer encore vers les pays industrialisés, demander tout ce qui est matériel industriel venir, ou bien travailler à produire nous-mêmes les matériels adaptés à notre terrain? Produire des tracteurs sur place, produire de l'engrais sur place. Est-ce que c'est cela la solution? Oui, bon, je pense que c'est la solution. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple de la Chine. La propension à chaque fois rechercher la solution de nos problèmes à l'extérieur, cette propension-là qui fragilise de façon générale l'Afrique. Mais tout cela est très important, est lié d'abord à la volonté politique de base.
Un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple, a des grands établissements, par exemple, pour parler de l'NCA et d'autres établissements. C'est un pays agricole, qui a une grande tradition agricole, par exemple. Donc je veux dire aussi que si c'est les hommes, on en a. Est-ce que nous avons les moyens qui accompagnent, c'est-à-dire les moyens financiers ou bien les moyens techniques, notamment en ce qui concerne la mécanisation de l'agriculture, etc., etc. Donc ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Mais comme je vous l'ai dit, parfois aussi en politique aussi, c'est une question de choix. La Côte d'Ivoire a décidé de miser sur l'agriculture industrielle au détriment de ce qu'on appelle l'agriculture familiale. Mais la force de la Côte d'Ivoire, c'est que de façon naturelle et de façon traditionnelle, les Ivoiriens, bien que ces derniers temps, par exemple, vous alliez dans les villes du Nord, par exemple, vous voyez par exemple que l'anacarde est en train de prendre le pas sur l'agriculture familiale. C'est la même chose aussi au niveau des l'EVA, ici, qui a eu quand même pour effet d'apporter un surenchissement de coûts je vais dire, des aliments de base. Puisque c'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui. Donc je vais dire, l'un dans l'autre, tout est possible. Mais avant tout, et je vais dire de façon claire, c'est d'abord la volonté politique. Quand la volonté politique est là, tout peut se faire. L'acquisition, je vais dire, des machines. Est-ce qu'il faut partir, en ce qui concerne par exemple de l'agriculture familiale, comment est-ce qu'il faut partir de l'agriculture traditionnelle, l'agriculture intensive, comme cela se passe en Europe? Je pense que toutes ces choses-là sont véritablement possibles. Et puis bon, pour le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons le plan national de développement de l'agriculture, le PENIA, que j'ai eu le temps de lire un peu, mais je pense qu'on a, je vais dire, on a des raisons d'espérer, mais à mon avis, il faut changer de paradigme, il faut une politique beaucoup plus hardie que cela. Une politique plus hardie. Je voulais revenir, on a parlé de volonté politique dans l'ensemble, mais les acteurs même de ce secteur, comment est-ce qu'ils peuvent prendre conscience, on va dire, ou bien comment est-ce qu'ils peuvent impacter ce changement qu'on attend au niveau de l'agriculture? On voit par exemple la digitalisation de l'agriculture, on voit est-ce que nos paysans, comme cela se fait en Europe et autres, ont la possibilité d'avoir des prêts avec l'hypothèque sur des terrains ou autres pour avoir du matériel pour s'industrialiser. Comment est-ce qu'eux-mêmes, en tant qu'acteurs, ils peuvent impacter ce nouveau développement? Ce sont des solutions envisageables. Mais au-delà des acteurs, c'est tout un système, c'est tout un mode de fonctionnement de nos États qu'il faut peut-être changer. D'autres parlaient d'habitudes alimentaires. Ça veut dire que si on mangeait un peu trop de pain, et puisque nous ne produisons pas de blé, il faudrait peut-être penser à manger autre chose. Peut-être notre garba, je veux dire, national. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Il faut encourager aussi les cultures vivrières. Parce que là, c'est un véritable problème. On ne peut pas comprendre qu'un pays qui a à disposition toute la terre, toute l'eau, tout le soleil, tout ce qu'il faut, toutes les conditions, ne puisse pas quand même, je veux dire, assurer au niveau vivrier et qu'on soit toujours, je veux dire, attendre la main. Il faut aussi parler d'une politique assez volontariste du gouvernement. Je veux dire que si tout le monde, si on prenait comme slogan le fait de cultiver peut-être le riz, matin, midi et soir, et tout à l'heure, M. Sadia le rappelait, en Chine ça s'est passé, ça a été une politique très volontariste qui a encouragé justement toutes les populations à s'adonner à cette culture-là. Vous verrez qu'aujourd'hui les choses pourraient changer. Au Botswana par exemple, vous avez un fonctionnaire, quelqu'un qui est bien sous toute couture et qui a un emploi et tout stable, mais qui derrière chez lui a un potager, qui derrière chez lui fait de la plantation. Ils sont toujours dans les terres. Et il faut encourager justement, il faut que l'État nous encourage justement à aller. D'autant que je voulais signaler ici qu'il y a un phénomène nouveau qui prend le pas, c'est que la plupart des main-d'œuvre qui travaillaient dans nos champs sont en train progressivement de partir vers l'orpaillage, qu'il soit clandestin ou légal. Et ça, c'est un constat qui se fait, mais c'est une progression nouvelle, c'est une donne nouvelle. La plupart de ceux qui travaillaient justement dans les champs, qui étaient des main-d'œuvre valides, sont en train de partir vers l'orpaillage. Donc voici encore un autre danger, malheureusement, qui nous guette. Donc, véritable politique agricole sur du long terme, pour savoir dans 20 ans, dans 25 ans, qu'est-ce que sera la Côte d'Ivoire, quelles sont les cultures. Vous produisez le café, le cacao, mais vous ne pouvez pas fixer vous-même les prix du café, cacao. Voici un véritable problème. On produit toutes ces l'EVA. Parce que dès qu'on dit l'EVA marche, la plupart des Ivoiriens, en tout cas des industriels, vont vers l'EVA. On dit la nacarde aujourd'hui, comme Sadia disait, et puis tout le monde va vers la nacarde. Mais nous ne fixons pas les coûts. Même l'huile de palme, même le palmier que nous produisons, ce n'est pas nous qui fixons les coûts au niveau international. Pourtant, nous en produisons, je veux dire, en grande quantité. Voici tout l'enjeu.
Alors, si c'est pour produire et puis ne pas avoir les moyens en tant qu'Africains de pouvoir justement jouer sur les coûts de ces produits-là, il va de soi que nous devons évidemment penser à un modèle beaucoup plus avantageux pour nous et pour permettre justement à notre population, que ce soit dans la consommation régionale ou sous-régionale, donc on parle maintenant de cette capacité à consommer entre nous, de mettre un modèle véritablement en place pour atteindre cette souveraineté. Je voulais ajouter tout à l'heure par rapport à ce qu'il a dit concernant l'orpaillage clandestin. En plus du fait que l'orpaillage clandestin ou légal, je veux dire, retire les mains d'œuvre des chambres, c'est que aussi il y a les effets secondaires aussi qui souillent les sols agricoles aujourd'hui, qui est une menace en tout cas, dont on ne prend pas très sérieusement conscience. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, très récemment, il y a l'ancien préfet Toby qui a fait... l'ancien préfet d'Abidjan. L'ancien préfet d'Abidjan qui est allé sur le terrain, qui a fait vraiment un reportage vraiment très alarmant de la menace qui peut arriver, par exemple, aux populations. Je sais que l'État de Côte d'Ivoire joue son rôle en mettant des brigades anti-orpaillage sur place, mais ce n'est pas assez par rapport à l'ampleur aussi des dégâts qu'il y a. Autre chose que je voulais ajouter aussi, qui pourrait peut-être être augmentée, je veux dire, à la souveraineté alimentaire, c'est le fait de revenir sur certains aliments qui ont commencé à devenir caducs. Aujourd'hui, au niveau des populations ivoiriennes, vous avez le niébé, vous avez le mil aujourd'hui. Donc l'urbanisation de la population a fait de plus en plus de sorte que certains aliments commencent à être délaissés. Ouais, il y a des pois de terre, il y a cela, il y a même les courges. Moi, quand j'étais tout petit, il y avait le fonio, etc. Donc, si on veut que les populations africaines, par exemple, s'intéressent à ces cultures-là, il faut évidemment stimuler la croissance, c'est-à-dire stimuler le besoin de ces produits-là pour les amener véritablement à les produire en grande quantité. Mais c'est parce qu'ils savent que de plus en plus, je veux dire, nous qui sommes dans les populations, dans les zones urbaines, nous consommons de plus en plus occidentales, nous sommes de plus en plus dépendants des aliments occidentaux, etc. Prenons un exemple précis, on mange dans les restaurants, on préfère aller manger peut-être de la pizza, des spaghettis, etc., etc. Donc ce sont des éléments facteurs qui sont très très importants, qui font que certains aliments que nous mangions lorsque nous étions plus jeunes, aujourd'hui, nous avons commencé à les délaisser aujourd'hui. Mais je suis sûr que, je vais dire qu'on nous avait brandi la menace de famine avec la non-disponibilité du blé en Afrique, ou bien l'insuffisance. Mais je pense que ça nous aurait permis quand même de nous replier. Et je pense, à mon avis, que nous devons chercher, et ça c'est entre les mains maintenant des chercheurs, de retrouver certains aliments que nous ne consommons plus. Mais nous n'avons pas... Il y a un facteur, par exemple, sur lequel je voudrais revenir aussi, qui est l'objet aussi de convoitise aussi dans le domaine de l'agricole, peut-être dans le domaine de l'agriculture plutôt, et dont on ne parle pas, c'est la disponibilité des semences. Et ça, je vais dire que c'est un autre débat peut-être, mais il faut en parler aujourd'hui. La disponibilité des semences, on voit quand même qu'il y a certains centres de recherche comme le CNRA qui produit, ou c'est pas en quantité? Oui, les semences produites ne sont pas en grande quantité, mais il y a des multinationales, des sémencières multinationales qui cherchent à mettre la main sur certaines semences africaines. Vous avez vu, il y a un débat que nous avons connu il n'y a pas très longtemps sur les OGM. L'objectif aujourd'hui, par exemple, de ces organismes génétiquement modifiés. Donc ce sont ces aliments-là qu'on tente de vendre aux Africains aujourd'hui, bien entendu, qui font en sorte que, je vais dire que c'est une menace véritablement réelle pour l'alimentation. Par exemple, prenez le cas des OGM, par exemple. Lorsque vous plantez ces aliments-là, ils sont très productifs, mais l'effet contraire derrière, c'est que certains d'entre eux, par exemple, sont cancérigènes et ne correspondent pas aux habitudes alimentaires des Africains. Alors justement, on a vu que pendant cette crise avec la pénurie de blé, comme on peut le dire, les producteurs, les boulangers, pâtissiers et autres ont tenté de trouver certaines alternatives. Donc c'est pour dire qu'avec le temps, quelque chose sera fait avec les produits locaux. Mais il y a une autre question qui me revient toujours. On voit qu'en Afrique, quand les producteurs produisent, en tout cas les matières premières, les matières agricoles, on en vend souvent, mais il y a beaucoup qui restent invendus et c'est un grand gâchis dans nos villages, sur nos marchés. Est-ce qu'on ne pourrait pas penser, ou bien une politique ne peut pas être mise en place pour voir comment utiliser ces matériaux autrement, ou surtout comment les conserver sur du long terme? La tomate, la banane, on en voit plein qui pourrissent sur nos marchés. Oui, moi je pense que c'est des choses qui sont possibles. Je vais dire, tout cela est lié à ce qu'on appelle la volonté politique. La volonté politique dans ce domaine-là, elle est très 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 importante.
Je peux dire que si la volonté politique est là, on peut mettre tout un écosystème en place pour essayer de voir comment est-ce qu'il faut, aux différentes, trouver une solution aux problèmes que rencontrent les différentes chaînes de valeur au niveau de l'agriculture. Nous avons depuis la culture dans les champs, la disponibilité des terres jusqu'à la commercialisation. Donc la commercialisation et la commercialisation, aussi la conservation de ces produits. Mais bien entendu, avant cela, d'abord, il faut aussi avoir des routes pour pouvoir avoir accès aux zones de production et pouvoir les évacuer vers les grandes zones. Le grand problème aujourd'hui au niveau de la Côte d'Ivoire, enfin, à mon avis, c'est le fait que le commerce du vivrier est encore dans l'économie informelle, malheureusement, et on n'a pas encore pris, pleinement conscience du fait que de l'arrivée aujourd'hui sur le plan international de ce qu'on appelle le food power, c'est-à-dire l'utilisation de l'aliment comme une arme géopolitique aujourd'hui. Donc, c'est un des éléments très importants dont on n'a pas tenu compte. On voit toujours des bonnes femmes qui sont sur le marché, qui vendent des produits alimentaires. De temps en temps, on vient leur faire quelques dons là. Mais je veux dire qu'il n'y a pas une implication réelle, en tout cas jusqu'à présent, il n'y a pas une prise de conscience réelle, notamment de l'importance stratégique de certains aliments. On avait eu en Côte d'Ivoire ici le cas de la tchéké. Et donc, qui avait été labellisé. Qui devrait être labellisé. Le ministre du Commerce, en tout cas, j'attire aussi son attention, je profite de l'occasion pour attirer son attention. Il avait promis aujourd'hui de labelliser la tchéké, et je ne sais pas si ça a été fait. La tchéké est aujourd'hui produite en Chine. Donc la tchéké est un élément très important qui pourrait servir en même temps à la fois aussi pas d'armes alimentaires, mais aussi, mais pourrait servir aussi pour accroître l'influence de la Côte d'Ivoire. On consomme la tchéké aujourd'hui dans presque tous les pays en Afrique de l'Ouest ici. Non seulement on le consomme, mais on en produit là-bas. Et certains pays, par exemple, fabriquent la tchéké, qu'ils produisent et qu'ils vendent dans le marché international, en Afrique de l'Ouest ici, mais aussi en Europe. Donc je veux dire que nous avons, certes, peut-être comme nous avons tellement de potentialités, qu'il y a certains aspects que nous ne prenons pas en compte. Donc c'est un appel que je lance aux autorités pour pouvoir vraiment être un peu plus regardant sur ce sujet-là. Un appel aux autorités de votre part, mais là je me tourne vers vous, monsieur Moké. Alors quand vous regardez un peu, on va le dire, hein, on a parlé beaucoup de production agricole, mais on a aussi le volet bétail, le volet aviculture, le volet pisciculture. Comment est-ce que les Africains pourraient développer en tout cas ces secteurs-là? On voit, il y a certains pays qui sont quand même phares au niveau des secteurs, le Mali et autres. La Côte d'Ivoire en manque souvent, c'est quand il y a la fête de Tabaski qu'on doit courir chercher là. Comment stimuler ces produits-là? Et selon vous, puisqu'on tire vers la fin de cette émission, quel système est-ce qu'on pourrait mettre en place pour véritablement garantir la souveraineté alimentaire de nos États africains? La réponse a déjà été trouvée lors des échanges que nous sommes en train de mener. Vous voyez la capacité de réaction de nos États eu égard à la crise en Ukraine. Dès lors qu'on s'est rendu compte qu'il se pourrait qu'on n'ait pas justement, qu'on soit face à une crise alimentaire. Vous avez vu la capacité de réaction. Tout de suite, nous avons commencé à chercher, des éléments. Et dernièrement, dans le discours du chef de l'État, ici en Côte d'Ivoire, il a parlé justement d'accroître nos capacités au niveau agricole. Il en est de même pour la filière du bétail, parce que qui dit agriculture parle aussi d'élevage. Et toutes ces choses-là, comme je le dis, c'est une volonté politique. Et il a soulevé un point qui est important tout à l'heure et qui m'a amené quand même à réfléchir quand il disait que, vous voyez au niveau du riz, il y a comme une certaine omerta au niveau du riz. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on ne comprend pas qu'on ait toutes les capacités de produire le riz en grande quantité, mais qu'on ne puisse pas. Tout à fait comme le bétail. En Côte d'Ivoire et dans plein de pays d'Afrique, on a les champs pour faire paître, on a tout ce qu'il faut pour que le bétail puisse, mais ça n'arrive pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? C'est que nos dirigeants peut-être gardent, certains secteurs, mais ce n'est pas bien justement pour la souveraineté d'un État. Pour la souveraineté d'un État, surtout alimentaire, il faut que tous ces secteurs-là puissent justement profiter justement à la nation. Voilà, donc voilà ce que je tenais à dire. On a beaucoup de politiques, de systèmes politiques à mettre en place, mais ça passe justement par une véritable volonté gouvernementale. Une véritable
volonté gouvernementale, c'est ici que nous allons refermer cette première partie consacrée à la souveraineté alimentaire. Dans le prochain numéro, nous allons aborder la souveraineté énergétique de nos États africains face à tout ce qui se fait dans le monde. Merci encore pour vos contributions. Je rappelle que nous étions avec M. Moké Akessemeksan, consultant en développement. Merci encore pour vos analyses. Et M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci encore pour vos contributions. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette première partie consacrée à la souveraineté alimentaire. Dans le prochain numéro, nous allons aborder la souveraineté énergétique de nos États africains. Agréable suite au programme sur nos antennes et à très vite.